Dans cette section, on va parler des matrices et on va s'intéresser à quelques applications concrètes de cet outil mathématique. Mais commençons d'abord par la définition. Une matrice A est tout simplement un tableau de valeurs. Vous avez évidemment remarqué ici des indices. Donc ici on a A11, A22, A1P. Sachez que le premier indice indique le numéro de la ligne. En l'occurrence, cette matrice a n lignes, donc la ligne numéro 1, la ligne numéro 2, jusqu'à la ligne numéro n. Et on a le premier indice, donc 1, 2 jusqu'à n. Le deuxième indice, par contre, indique le numéro de la colonne. En l'occurrence, la matrice A P colonnes. Et comme vous voyez, le deuxième indice, il va de 1 jusqu'à P. Donc il y a P colonnes. Cherchons par exemple ANP donc, dans cette matrice. ANP, donc N, donc le premier indice, c'est le numéro de la ligne. Le deuxième indice, c'est le numéro de la colonne. Donc N, donc on va à la nème ligne. Après le deuxième indice, c'est P, on va à la colonne numéro P. Ainsi, l'intersection sera ANP. Il faut voir le premier indice et le deuxième indice comme les coordonnées. Si je cherche A22, donc ce sera la deuxième ligne et la deuxième colonne, ainsi on trouve A22. On va simplifier la notation de A, donc A sera AIJ, I allant de 1 jusqu'à N, J allant de 1 jusqu'à P. Les deux écritures veulent dire la même chose. Une matrice à N lignes et P colonnes, et ayant comme valeur AIJ. Évidemment, la variable I et J sont muettes. En d'autres termes, on peut les remplacer par exemple par KL. Donc AKL, K allant de 1 jusqu'à N, L allant de 1 jusqu'à P. Cette écriture veut dire que les valeurs de la matrice sont A11, A12, A1P. À chaque fois, on remplace K et L par des valeurs entre 1 et N et 1 et P. On va noter l'ensemble des matrices à N lignes et P colonnes à valeur réelle, parce que les AIJ ici sont tous réels, par M, N, P, R. On dit que la matrice A appartient à cet ensemble. Exemple, donc la matrice qui a comme valeur 1, 3, moins 5, 7,1, pi et 14 sur 3 appartient à l'ensemble des matrices à deux lignes, parce que la première ligne, la deuxième, donc deux lignes, et 1, 2, 3, 3 colonnes, 2, 3, R, parce que les variables sont réelles. Mais sachez qu'à notre niveau, on aura toujours R. Donc toujours les variables qu'on va considérer ici seront réelles. Passons maintenant à quelques matrices particulières que vous devez apprendre par cœur. Commençons par la matrice ligne. Donc la matrice ligne, comme vous remarquez, donc elle a une seule ligne, donc I allant de 1 jusqu'à 1, et elle a P colonnes. Donc une ligne et P colonnes. Donc on appelle cette matrice la matrice ligne. Exemple, donc comme son nom l'indique, on aura une ligne. Donc on a une ligne et trois colonnes. Donc cette matrice appartient à M13R. Passons maintenant à la matrice colonne. Donc la matrice colonne, elle a une seule colonne, d'accord, et une ligne. Exemple, donc la matrice colonne sera une colonne, donc 4,2 et 3 appartient à M21. Donc deux lignes, la première, la deuxième, une seule colonne. Passons maintenant à la matrice carrée. Donc on a matrice carrée lorsque n égale à p. Donc le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Cet ensemble, donc si on suit la notation, sera M, N, N, R. Et pour alléger la notation, on va garder un seul n. Donc quand on a un seul n, on déduit qu'il s'agit d'une matrice carrée. Donc le nombre de lignes égale au nombre de colonnes. Sachez qu'avec ces matrices, on peut faire plusieurs opérations. Par exemple, on peut faire la somme de deux matrices, le produit, la puissance et plein d'autres opérations. Par exemple, pour faire la somme de ces deux matrices, il suffit d'additionner les valeurs. Donc ici, on aura 1 plus 4, donc 5, 3 moins 3, donc 0, 2,5 moins 0,5, 2, et moins 1, 1, 0. On verra la définition de toutes ces opérations en détail. Maintenant, la question qu'on se pose tous, pourquoi on avait introduit les matrices? À quoi servent-elles? Il y a plusieurs applications des matrices, mais généralement, on utilise les matrices quand il y a une dépendance entre les variables. Je m'explique. Prenons le cas d'un jeu vidéo. Vous savez que l'image est constituée de milliers de pixels, et chaque pixel a une couleur différente, ainsi on trouve cette image.
Supposons qu'on a 1000 pixels par 1000. Donc dans le cas d'une image noir et blanc, donc au blanc on va donner 1 et au noir on va donner la valeur 0. Tout simplement parce que l'ordinateur ne connaît pas les couleurs, donc il faut donner à chaque couleur une valeur différente. Donc dans le cas du noir et blanc, donc on a 1 et 0. On peut rajouter par exemple noir, blanc et gris. Donc gris, ça va être 0,5. Et évidemment, on peut généraliser ça pour avoir une très belle image comme celle-là, donc avec plusieurs couleurs. Donc associer à chaque couleur différente un nombre différent. Retournons maintenant au noir et blanc. Donc ainsi, on trouve une matrice. Donc on peut associer une image à une matrice. Dans ce cas, il s'agit d'une matrice carrée de l'ordre 1000. On a 1000 lignes et 1000 colonnes. Maintenant, vous devez savoir que dans un jeu vidéo, l'image change des dizaines de fois par seconde pour simuler le mouvement. Ainsi, on trouve des joueurs, par exemple, qui sont en train de courir ou de marcher. Et pour changer l'image, il faut changer les couleurs des pixels. Et pour changer les couleurs des pixels, il faut changer les valeurs de cette matrice. Vous allez maintenant me dire, je vois toujours pas l'intérêt des matrices. On peut par exemple donc considérer chaque pixel et changer chaque pixel indépendamment des autres. En d'autres termes, écrire un programme Python par exemple qui fait une boucle sur toutes ces valeurs, changer leurs valeurs, ainsi on change l'image. Le problème maintenant qui va se poser, c'est que les points sont dépendants les uns des autres. Prenons un exemple très simple pour bien voir le problème. Supposons qu'on a une image de 4 pixels sur 4, donc 4 lignes, 4 colonnes. On peut penser par exemple à zoomer sur une toute petite partie de l'image. Si je veux représenter cette image donc sur l'écran, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. On a un fond noir, que des zéros, et la diagonale égale à 1. On va supposer que cette ligne représente un sabre, par exemple. Donc dans un combat, le sabre va changer de position, donc on peut penser à une sorte de rotation. Quand le joueur passe de l'autre côté, le sabre sera ici. Ainsi, les valeurs de la matrice vont changer pour représenter cette image. Vous voyez clairement que ces points sont dépendants les uns des autres. Donc c'est toujours plus simple de les avoir dans une seule entité, d'accord, une matrice, plutôt que modifier ces points un à un. Si on applique par exemple une rotation et on change ce point, donc 1, on le met ici, tous les autres points, il faut les changer conditionnellement au premier changement. Et vous voyez que le problème devient trop compliqué. En plus, on définit les rotations par des degrés. Donc je vous laisse, ce choix était évident, donc d'une diagonale à l'autre. Mais en pratique, on fait une rotation de 15 degrés, de 20 degrés. Donc je vous laisse imaginer une méthode qui nous permettra de définir chaque pixel, comment il sera après une rotation de alpha degrés. Vous voyez que malgré la simplicité de ce cas, donc on a une seule ligne, donc appliquer des rotations sur une ligne paraît difficile parce qu'il faut faire attention à tous les indices et à tous les cas particuliers. Autre chose, il y a un souci de généralisation. Donc dans ce cas, on a une ligne droite, donc un sabre qui ressemble à ça. Donc on a simplement donc, appliqué la rotation. Supposons par exemple qu'un deuxième joueur a une arc qui ressemble à ça, d'accord, plutôt qu'une ligne droite. Donc ici, on aura 1. Et donc, il faut écrire un deuxième programme spécifique à cette arme qui fait la rotation cette fois-ci. Maintenant, pensez au joueur lui-même qui fait des rotations, pensez à son bras, à son pied. Donc, on ne va pas s'amuser à écrire un programme Python spécifique à chaque partie de l'image. C'est là où les matrices deviennent très intéressantes. En multipliant par une matrice de rotation, on peut changer tout à la fois. Si on veut une rotation quelque part, donc on applique la matrice de rotation donc on zoome et on multiplie par une matrice de rotation. Et vous savez, les nouveaux jeux ils sont très sophistiqués. Donc le jeu il est déjà en 3D et vous pouvez voir l'image de différentes perspectives, de différents angles. Donc vous appliquez des rotations. Donc il faut multiplier par une matrice de rotation pour voir l'image d'une perspective différente. Et après, quand vous regardez l'image sur votre écran, et donc c'est en 2 dimensions, vous appliquez une projection. Et vous utilisez encore une fois les matrices pour projeter l'image, d'accord, sur votre écran. Tout simplement parce que vous n'allez pas quand même écrire un programme de projection par image, parce que les images changent. Et donc il faut un programme général, une matrice qui projette, une matrice qui fait la rotation, une matrice qui fait le scaling, parce que quand vous jouez votre jeu, vous pouvez le jouer sur votre ordinateur, sur votre téléphone portable, sur votre télévision, donc avec des dimensions différentes. Et pourtant, le jeu reste intact. Tout simplement parce qu'on multiplie par une matrice de scaling qui change les dimensions
de l'image en fonction des dimensions de l'écran. Comme ça, il n'y a pas des parties de l'image qui disparaissent quand on passe à un petit écran. Et donc les matrices sont très importantes dans les jeux vidéo par exemple. Et on a vu ensemble, dans un cas très très simple, une ligne. Pour faire la rotation d'une ligne, c'était très compliqué. Et maintenant, pour des jeux aussi sophistiqués, avec des couleurs différentes, avec des personnages assez complexes, la tâche est quasi impossible. On a vu l'exemple des jeux vidéo, mais sachez que l'application des matrices sur les images sont très diverses. Quand vous utilisez les filtres sur les réseaux sociaux, il se peut que vous utilisez les matrices. Moi, je ne sais pas exactement quel programme est utilisé, mais je sais qu'on arrive quand même à retrouver les yeux, la bouche, le nez, et donc il faut trouver les contours. Et je sais qu'il y a une matrice très classique qui s'appelle Edge matrice, Edge en anglais, donc ça veut dire contour. Donc cette matrice, elle arrive à retrouver les contours. Comme son nom l'indique, en multipliant donc la matrice initiale, parce que l'image, comme j'ai dit, est une matrice, et donc en multipliant cette matrice par la edge matrice ou la matrice des contours, on retrouve cette matrice ou cette image qui montre tous les contours, donc la place des yeux, la place de la bouche, et on peut facilement appliquer des filtres. Pour être honnête, sûrement les filtres utilisés dans les réseaux sociaux sont beaucoup plus compliqués. Ils ont sûrement des modèles prédéfinis grâce à l'intelligence artificielle qu'ils adaptent au cas par cas. Donc cet exemple n'a pas pour but de vous exposer la méthode utilisée par les filtres, mais plutôt vous expliquer quelques applications possibles des matrices. Il se peut que cette matrice Edge Detection Matrix est utilisée, mais elle sera sûrement une étape parmi plein d'autres. Sachez que cette matrice Edge Matrice, elle est très connue parce qu'elle a été utilisée par la police américaine pour retrouver un assassin qui avait tué une personne innocente. Et donc grâce à cette matrice, on a retrouvé les contours et on a pu reconnaître un tatouage. Et après, c'était très simple de retrouver le criminel. Vous voyez maintenant l'importance des matrices. Vous devez apprendre une chose par cœur. On introduit un outil mathématique quand on a une difficulté. Par exemple, quand on a des variables dépendantes, comme dans le cas des images, parce qu'une image, c'est une matrice de pixels et chaque pixel dépend de l'autre, on introduit un outil, donc les matrices dans ce cas, et vous pouvez voir cet outil comme une interface. À chaque fois qu'on veut résoudre un problème qui implique des variables dépendantes, on passe à travers les matrices. C'est beaucoup plus simple. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas résoudre le problème directement, mais c'est très compliqué, parfois c'est quasi impossible. Et donc c'est beaucoup plus simple, donc introduire les matrices simplifie la résolution des problèmes qui impliquent des variables dépendantes. C'est comme la programmation. Vous savez que la machine ne comprend que les 0 et les 1. Vous aurez pu par exemple parler à la machine en utilisant son langage, mais ça aurait été impossible. Et même si on suppose qu'on arrive à écrire un programme en 0 et 1, on aura un souci de généralisation. Donc ce programme que j'ai écrit sur ma machine, il se peut qu'il ne marche pas sur ta machine. Tout simplement parce qu'on a des architectures différentes, on a des processeurs différents, on a des mémoires différentes. Et donc, en introduisant Python, ça simplifie la tâche. Il suffit d'écrire un langage en Python et c'est Python qui va parler à la machine. Ainsi, ça devient très simple. Et je n'ai pas à me soucier de la machine, tout simplement parce que Python qui va faire tout. Donc moi, j'ai écrit un programme dans un langage très simple et Python, il va parler à la machine. Et pour être honnête, il y a plusieurs étapes entre Python et la machine, notamment les systèmes d'exploitation, par exemple Windows, Linux, qui vont orchestrer toutes les applications pour qu'il n'y ait pas de chevauchement ou de problème. Et donc, à chaque fois qu'on a une difficulté quelque part, on introduit une couche supplémentaire pour simplifier le problème. Et donc, dans le cas des matrices, c'est pareil. Et on a vu ensemble, dans le cas d'une image, pour appliquer une rotation, on multiplie par une matrice de rotation. Pour projeter, on multiplie par une matrice de projection. Pour scaler, on multiplie par une matrice de scaling, et ainsi de suite. Et le point fort dans tout ça, c'est l'aspect générique. Quand on cherche les contours, on multiplie par la edge matrice. On ne va pas écrire un programme spécifique à chaque objet pour trouver ses contours. Un seul programme, la edge matrice, multiplié par la edge matrice, on va retrouver les contours. D'ailleurs, cette matrice, Edge Detection Matrice, on l'appelle aussi un kernel en anglais ou un noyau. Et c'est utilisé dans le traitement des images. Et grâce au kernel, on peut faire plusieurs transformations. Notamment une qui est très classique, celle du floutage des images. Par exemple, vous avez sûrement regardé sur YouTube une vidéo où il y a une partie floutée afin de cacher des informations personnelles ou un mot de passe.
Et bien sachez qu'on arrive à faire ça grâce aux matrices. On va considérer la partie d'accord qu'on cherche à flouter, et donc ce sera une matrice. Il suffit de la multiplier par une matrice bien définie, et l'image devient floutée. On ne va pas entrer dans les détails ici. Peut-être dans une autre vidéo, je vous explique en détail le traitement d'image si vous êtes intéressé. Maintenant, revenons à notre cours. Évidemment, on débute dans les matrices. Et donc, on ne va pas faire ces applications très sophistiquées. Vous pouvez faire ça si vous continuez à faire les maths après, à l'université. L'application des matrices qu'on verra en terminale, c'est la résolution des systèmes linéaires. Donc, on a un système à n inconnus avec n équations et on va essayer de résoudre ce système en utilisant les matrices. Maintenant, pourquoi les matrices? Qu'est-ce que j'ai dit? Quand on a des variables dépendantes, il faut penser aux matrices. Et bien pareil, les x1 jusqu'à xn, donc les inconnues, sont dépendantes les unes des autres. Et elles vérifient plusieurs conditions. Donc la meilleure façon, la façon la plus simple, c'est les assembler dans une seule entité. Et donc on peut penser aux matrices. Mais avant d'attaquer cette application, on va d'abord définir les opérations sur les matrices, la somme, le produit, la transposée, la puissance. Et vers la fin, on s'intéressera à la résolution des systèmes linéaires.